Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur ce nouveau live organisé par Miroir en partenariat, Miroir Social, en partenariat avec le Lab Autonomie. Je m'excuse d'ores et déjà du retard du petit retard à l'allumage qu'on vous inflige. Donc, mes excuses. Et voilà, on est tous présents et on lance avec un petit 10 minutes de retard. Encore mes excuses. Donc, le sujet de ce matin, c'est le salarié aidant. C'est un sujet qu'on avait adressé il y a quelques semaines, mais sous l'angle de l'expression de l'aidance. Et cette fois, on va parler des coûts cachés. Les coûts cachés de l'aidance. Et donc, merci à l'OCIRP de porter cette rencontre avec ce thème-là, avec cet axe-là. Fort de l'étude qu'a menée l'OCIRP maintenant il y a un an, c'était au printemps dernier, sur l'étude conduite avec l'Institut Via Voice, avec la NDRH, avec l'ORS, et je vous dis pas, la compagnie des aidants, voilà. Et donc une étude menée par l'OCIRP. C'était la 5e édition. Là, c'est la 6e qui est annoncée pour cet automne. Et l'originalité de cette 5e édition, c'est que grâce à la contribution de Nathalie, ici présente, qui va nous éclairer le sujet, il y a eu pour la première fois un éclairage sur les coûts cachés de l'aidance dans les entreprises, et ça va être poursuivi donc à l'automne 2024 avec la 2e édition avec cet axe-là, et la 6e édition au global de l'enquête sur l'observatoire de l'océan. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc je suis Rodolphe Elgarlier, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc merci à vous de votre présence dans la salle. N'hésitez pas à partager en quoi ça se caractérise, peut-être la notion de coût caché, ou de coût, comment vous appréhendez les coûts liés à l'aidance, et notamment les coûts cachés. Et donc, pour éclairer le sujet, merci à Jean-Manuel Pitec. Toi, tu es le pilote du lab OCIRP Autonomie. D'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite en notification. Normalement, vous devez voir afficher le lien vers le Lab OCIRP, le site du Lab OCIRP. Alors attention au micro, par contre. N'hésitez pas à couper vos micros. Attention. Donc voilà, une notification où vous allez retrouver toutes les ressources du Lab OCIRP Autonomie. Vous verrez qu'il y en a... il y a du contenu, il y a vraiment une politique éditoriale derrière, donc des contenus à retrouver sur l'autonomie et notamment sur la problématique des salariés aidants, mais pas simplement. Voilà un premier lien de partage. Donc, pour éclairer le sujet, Jean-Manuel, Nathalie Chusseau, toi tu es donc professeur à l'Université de Lille et tu es également partie prenante dans la chaire transition démographique, transition économique, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors attention, encore au micro, là, je sais pas très bien. Ça ne pas de chez moi. Merci à Nathalie de nous éclairer cet éclairage là. Et ensuite, nous allons avoir les éclairages terrain de deux acteurs d'un secteur qui est quand même sacrément exposé quand on parle d'absentéisme notamment et de coûts cachés, c'est celui de la santé. Et donc, avec toi, tu es le président du syndicat de la fédération CFTT Santé Sociale, et Franck Boulgat, toi, tu es le secrétaire général du syndicat FO Santé. Vous connaissez tous les deux, et ça va être intéressant de comprendre les documents, des perspectives du sujet des coûts cachés des salariés. Donc, je ne vais pas être plus long, on regarde du retour. Par contre, il faut faire attention au son et à nous. Donc, moi, je passe la parole. Attendez, excusez-moi pour le son, parce que là, excusez-moi, parce que là, le bruitage je vais couper un... C'était chez Nathalie, parce que je pense qu'ils sont dans la même pièce, Nathalie
et Jean-Emmanuel. Donc, il faut absolument qu'il y ait 2 casques, sinon il y a ce Larsen qui sera systématique. Donc, j'ai coupé le micro de Jean-Emmanuel pour l'instant. Ok, merci Frédéric de ton intervention, mais par contre, il faut que je redonne la parole à Jean-Manuel. Jean-Manuel, est-ce qu'on t'entend là? Non, on t'entend pas. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, parfait, Jean-Manuel, nickel. Merci Frédéric, excusez-nous de vous avoir, après le retard, infligé le Larsen comme ça, et que moi, j'ai pas tilté plus rapidement. Merci Frédéric. Jean-Manuel, on y est. Oui. Donc, après cette petite introduction, je te laisse la parole. On a titré ce direct sur le côté les coûts cachés, la bombe à retardement que ça pouvait sous-entendre et comment et la nécessité qu'il y avait de la désamorcer. Est-ce que c'est pas un message un peu anxiogène pour vendre un peu le live, ou en quoi clairement il y a un problème de risque, il y a un risque majeur à ne pas appréhender d'ores et déjà la problématique des salariés aidants et à la laisser passer sous le radar. À toi. Bon, bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous encore pour ces moments techniques, mais vous savez, la technique, des fois, on la maîtrise pas toujours. Alors, est-ce qu'il existe effectivement, comme Rodolphe l'indique, une bombe à retardement sur des coûts cachés? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on pense qu'on a entre 10 à 15% de salariés aidants globalement dans la société. Est-ce que c'est la même chose dans les entreprises? Peut-être. Et que un chiffre qui est donné par l'INSEE, c'est qu'en 2030, il y en aura 25%, c'est-à-dire un salarié sur 4 sera aidant. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si on imagine les coûts cachés dans l'entreprise, ils ne vont que croître. Parce que effectivement, si aujourd'hui on est à 15-20%, on va passer à 25%. Et donc ça, c'est un élément majeur, je dirais, de la prise en compte de ces coûts cachés. Un coût caché, je laisserai après la parole à Nathalie sur ces sujets-là, mais qui connaît parfaitement cette thématique. Mais aujourd'hui, on est dans une logique effectivement qui n'est pas vue par les entreprises. Alors il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on a un déni aujourd'hui des salariés de se déclarer comme aidants. Ça, c'est une réalité. Dans les statistiques que nous avons, on s'aperçoit que 25% des salariés se déclarent, ça veut dire que 75% ne se déclarent pas à leur entreprise, et que ce chiffre est à peu près constant. C'est-à-dire qu'il y a 25% des salariés qui disent moi je vais me déclarer comme aidant dans mon entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a le tabou. Le tabou, c'est le tabou de l'entreprise, de dire est-ce que c'est un sujet que je maîtrise. Alors on voit bien que l'entreprise, elle est assez gênée sur cette thématique. Pourquoi? Parce que on est dans une logique entre vie professionnelle et vie privée. Et même si les conditions de travail, même si la QVT, la QVTC est un sujet aujourd'hui qui est pris en compte par les entreprises et les salariés, c'est un sujet qui n'est pas totalement maîtrisé par les entreprises. Donc on a d'un côté un déni des salariés de se déclarer, il y a un tabou de l'entreprise de dire est-ce que comment je vais traiter ce sujet? Et donc, c'est pas déni plus tabou qu'il faut, mais c'est déni multiplié par tabou, parce que en faisant ça, si vous voulez, on sous-évalue complètement le poids des aidants dans les salariés, dans les entreprises, et puis le tabou qu'on a de l'entreprise sur ses coûts cachés. Donc, on est effectivement d'une certaine façon, sous-représentativité économique, aussi bien du côté des salariés que du côté des entreprises. Donc effectivement, compte tenu de la démographie, vous voyez bien comment elle fonctionne, c'est quelque chose qui va s'accélérer dans le temps. On n'est pas en transition démographique, on est dans un choc démographique qui apparaît. Et ce sujet-là, eh bien, la seule chose qu'on peut véritablement dire, c'est que on a pris conscience la loi, elle date, vous savez, c'est la loi SV, adaptation de la société au vieillissement. C'est la loi Michel Delaunay du 15 décembre 2015 qui a fait d'une certaine façon apparaître cette notion d'aidant. D'ailleurs, dans la loi, on ne parle pas d'aidant, mais de proche aidant. C'est-à-dire que c'est pas forcément le lien familial qui se met en avant. Et donc, face à ça, aujourd'hui, ce sujet-là, il a pris conscience. On a pris conscience qu'ils existaient. On a pris conscience, je dirais, y compris
dans l'obligation, vous savez, dans les NAO, la négociation annuelle obligatoire, qui date de 2019, de négocier sur les sujets aidants dans les branches. Alors, après, on a eu la période Covid qui a fait en sorte que ce sujet-là, eh bien, il passe un petit peu après d'autres sujets. Mais globalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on est au milieu du gué, c'est-à-dire que la prise de conscience, elle est faite, mais qu'économiquement, aussi bien l'aspect des aidants, de leur reconnaissance de se déclarer comme aidant, et puis du côté des entreprises, l'aspect économique de dire on sait que ça coûte de l'argent, mais on ne sait pas vraiment combien et on n'a pas forcément envie de savoir combien. Je pense que l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a pris conscience de ces éléments. On a pris conscience qu'il faut maintenant traiter le sujet, traiter le sujet vis-à-vis des aidants, c'est-à-dire, eh bien, c'est une obligation d'une certaine façon. Je rappelle simplement un point, être aidant, on devient aidant, entrer dans l'aidance, c'est à 35 ans. À 35 ans, on est encore junior. L'âge moyen d'un aidant, c'est 42,2 ans. Plutôt 60% de femmes que d'hommes sur la population complète des aidants. Je rappelle que la population des aidants, c'est 5-6 millions d'aidants salariés. Vous voyez, sur 10 à 11 millions d'aidants. Donc, vous voyez, c'est la moitié à peu près qui se retrouvent dans une activité salariée. Et puis, quand je suis aidant, c'est 10 heures par semaine. Et quand je suis aidant, enfin, le chiffre qu'il faut prendre en compte, c'est que je suis aidant au moins pendant 5 ans. Donc, on est sur du long terme. Donc, si vous voulez, tous ces éléments font qu'être aidant, c'est pas quelque chose où on va être aidant, y compris quand je suis aidant en fin de vie. Mais l'aidant en fin de vie, si vous voulez, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc, il faut prendre en compte que tous ces éléments, eh bien, vont induire, je dirais, l'entreprise à se dire, il va falloir que je traite véritablement ce sujet. Voilà. C'est un peu un point important. Et donc, effectivement, les chiffres, Nathalie les donnera tout à l'heure, mais globalement, on est sur une logique, où on va avoir un accroissement des coûts en entreprise et du nombre des aidants aussi en entreprise. Alors, Jean-Manuel, tu dis qu'on est au milieu du gué. Si tu peux préciser comment vous voyez l'approche entre le côté, il y a 2 piliers pour approcher la problématique des salariés aidants. C'est celui du dialogue professionnel, c'est-à-dire comment on va parler avec sa ligne hiérarchique, managériale, de l'aménagement de son temps de travail, de l'organisation du travail, donc le dialogue professionnel, et l'articulation avec le droit au congé spécifique lié à l'aidance, et en quoi ces deux dispositifs doivent s'articuler et qui sont encore pas très stabilisés, on va dire, ces 2 pieds, quoi. Loin de là, peut-être même. C'est clair. Aujourd'hui, on a déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de salariés aidants. On est sur le 2e plan, là, 2023-2027, mais il n'y a pas de reconnaissance d'un statut d'aidant. Ça n'a pas été voulu par le gouvernement. On a par contre des aides complémentaires à hauteur de 60 € à peu près par jour, sur une durée totale de 3 mois, sur une durée totale d'activité dans l'activité professionnelle d'1 an. Donc aujourd'hui, on a des aides, mais elles sont insuffisantes. Et le dialogue social dans l'entreprise, il existe si véritablement l'entreprise a mis en place quelque chose de très volontaire, très volontariste, pour faire en sorte que être aidant, c'est normal d'une certaine façon. Aujourd'hui, être aidant, c'est pas forcément vécu comme être normal dans une entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être aidant, c'est aujourd'hui un frein à sa carrière peut-être, un frein à sa mobilité, un frein à l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Et on voit bien que les salariés, ils n'ont pas envie de le dire d'une certaine façon. Donc ça, c'est un point important. Les chiffres, je vous les ai donnés. Être proche aidant, à mon avis, c'est la notion. Et pourquoi on dit proche aidant? C'est qu'il n'y a pas assez d'aidants. C'est-à-dire que, curieusement, dans notre société, eh bien, les aidants, il y en aura moins demain, encore, même si l'augmentation va se faire avec le nombre de salariés aidants. Donc, on est dans un dialogue qui existe plus ou moins, mais la véritable chose, c'est que il faudrait que le statut d'aidant soit quelque chose de tout à fait naturel. Ce n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui. Être aidant, quand je me déclare aidant,
eh bien, je le fais parce que je peux plus faire autrement. Et l'aidant, le salarié qui est aidant, il se confie à qui? Ben, il se confie, je veux dire, dans un premier temps, à son collègue. Et puis après, à son manager, parce que le manager, il sait pas forcément. Et puis après, à la direction générale, voire au DRH. Et à la fin, c'est la médecine du travail, c'est les IRP, c'est le CSE. Donc, on voit bien que le lien affectif, d'une certaine façon, de l'aidant, c'est le lien courant que j'ai avec mes collègues. Et donc, ce sujet-là est un sujet typiquement de protection sociale et puis de dialogue social dans l'entreprise. Donc, vous voyez, ce point-là, il faut le prendre en compte complètement parce que c'est véritablement, c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, c'est du dialogue social avant tout, avant d'avoir après une protection sociale sur ça. Mais le premier point, c'est vraiment le dialogue social. Parfait, merci Jean-Manuel. N'hésite pas à reprendre la parole quand tu le sens. Alors, tu as égrené un certain nombre de chiffres qu'on vous retrouver dans l'étude que je vous mets là, l'étude dont je vous ai parlé de l'OCIRP qui date de 2023. Hein. Donc, vous pouvez la télécharger. Vous avez un petit nuage en haut là. En haut à droite, je crois que vous pouvez la télécharger. Donc, cette ressource-là, elle y est. Pour répondre dans le chat, bien sûr, le live, vous aurez le replay automatiquement à l'issue dès lors que ça coupe en automatique. Voilà, donc la ressource, n'hésitez pas à en profiter, à la télécharger. Et c'est le point d'appui. Vous retrouvez un certain nombre de chiffres soulignés par Jean-Manuel et Nathalie. Je vais te donner la parole pour éclairer le sujet qui nous intéresse ce matin. C'est celui donc des coûts cachés. Alors, je vais te passer à l'écran. Voilà. Alors, dans l'étude, dans cette première version, vous avez circonscrit des coûts cachés pouvant atteindre jusqu'à 31 milliards d'euros. Donc, au regard de la question des salariés aidants, on voit il y a beaucoup, alors vous en faites partie, hein, il y a beaucoup d'enquêtes, des enquêtes, on va dire, quantitatives, des enquêtes déclaratives, on va dire. On manque de données brutes, de données solides. Donc, à partir de là, comment on se donne les moyens d'évaluer et la difficulté qu'il y a à évaluer, à lire, à voir le biais des coûts cachés et avec quelle méthodologie. À toi la parole, Nathalie. Merci Rodolphe. Alors effectivement, la question des salariés aidants est assez complexe parce que on a des enquêtes nationales et européennes sur les aidants de manière globale, mais on n'a pas d'enquête, je dirais, européenne spécifique sur les salariés aidants. Ce qui explique qu'on est obligé de mener des enquêtes auprès d'un panel d'aidants et pour avoir des informations sur effectivement qui sont ces aidants, l'impact sur leur vie et effectivement leur vie dans l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle le CIRP, en partenariat avec Via Voice, ont mené cette enquête pour avoir des informations sur ces salariés aidants et leur comportement dans l'entreprise et le comportement de l'entreprise à leur égard. Et donc, à partir de là, on est capable d'avoir une idée de ce que peut impliquer le fait d'être salarié aidant dans une entreprise. Et là, on identifie deux types de coûts, ce que l'on appelle des coûts, alors qui sont des coûts cachés. Le premier type de coûts sont des coûts que l'on qualifie de coûts directs qui sont liés à l'absentéisme. C'est-à-dire que effectivement, quand vous êtes un salarié aidant, eh bien, vous avez une probabilité évidemment d'être absent relativement plus importante parce que vous devez apporter de l'aide et on verra, j'y reviendrai, mais que l'intensité de l'aide apportée à un proche évidemment peut varier au cours de ce que je qualifierais de cycle de l'aidant, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez aider votre proche qui tombe en dépendance, qui a un accident ou qui a une maladie, eh bien, vous devez effectivement, dans un premier temps, réagir. Et ça prend, c'est compliqué de se réorganiser, de réorganiser sa vie
professionnelle, voilà, on a une vie au travail et sa vie personnelle autour de la personne aidée. Donc, on a une probabilité d'être absent et donc ça, ce sont des coûts directs qu'on peut évaluer, qui sont liés à ce que l'on appelle de l'absentéisme. Il faut aussi savoir que dans ces coûts liés à l'absentéisme, donc vous avez à peu près 1,5 million de salariés qui font appel, qui sont absents dans une année, et donc, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous des salariés aidants, mais il faut aussi savoir que dans ces coûts liés à l'absentéisme, il y en a à peu près les 2/3 qui sont évitables. C'est-à-dire qu'avec un management un peu amélioré, on pourrait réduire ces coûts-là. Et donc, vous avez un premier coût visible, la personne le salarié aidant, va être absent pour apporter son aide. Première remarque. Mais en plus de ces coûts liés à l'absentéisme, vous avez un coût qui est, je dirais, indirect et qui est lié à ce que l'on appelle le présentéisme. Et le présentéisme, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes effectivement dans l'entreprise, vous êtes bien là, mais vous êtes épuisé par votre situation d'aidant, vous êtes fatigué, ça engendre des problèmes de santé et vous avez des répercussions sur votre productivité, sur votre efficacité au travail. Et là, toutes les enquêtes vont dans le même sens. Quand vous interrogez les salariés aidants, effectivement, ils disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont des périodes de fatigue intense, qu'ils ont du mal, des problèmes de concentration, que leur efficacité au travail est impactée. Et quand vous interrogez les responsables RH, ils vous disent la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du présentéisme, et c'est typiquement un coup caché parce que votre salarié aidant, il est là, mais sans vraiment être là. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il peut arriver en retard, il peut être amené à partir plus tôt ou à s'absenter parce qu'il y a un problème avec le proche aidé, il est usé, il est épuisé, donc il peut faire des erreurs, il a des problèmes de concentration, et ça va aussi avoir des répercussions sur l'organisation des équipes au travail. Donc, ça impacte l'organisation et les collègues, évidemment. Et donc ça, on est capable, on a des études, on peut se fonder sur un certain nombre d'études qui sont faites en gestion et qui font un lien notamment entre le taux d'absentéisme et donc on mesure le coût de l'absentéisme et le taux de présentéisme. Donc on peut faire des évaluations à partir de là. Alors pour revenir sur votre question sur la fiabilité des enquêtes, alors évidemment moi, je suis chercheuse, hein, donc on sait très bien comment utiliser les données et il ne faut pas leur faire dire n'importe quoi. Si on a un panel d'aidants, on n'a pas forcément un panel parfaitement représentatif de la population. Donc, quand on affirme, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, sur l'ensemble des aidants, pas que les salariés, c'est probable puisque vous savez que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et que souvent elles accompagnent leurs conjoints, mais globalement chez les salariés aidants, c'est très relatif. Il faudrait pour cela qu'on ait une enquête vraiment nationale, représentative de l'ensemble de la population des salariés aidants. Ce qui n'est pas fait et ce qui est par ailleurs complexe, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que les salariés aidants, très peu se déclarent aidants. Pour deux raisons, soit parce qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme aidants, ils considèrent que c'est normal d'aider son conjoint, son épouse, son époux, d'aider ses enfants, d'aider un frère ou une sœur handicapée. On considère que c'est normal, on ignore qu'on a des droits et donc on ne se déclare pas comme dans cette situation. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'on ne se déclare pas non plus au sein de l'entreprise parce qu'on a une sorte de défiance sur la façon dont cette situation va être reçue par l'entreprise et en particulier par les RH. Hein, il y a des peurs de carrière, l'impact que ça peut avoir sur une progression de carrière, et puis on n'a pas forcément envie d'aller raconter sa vie personnelle au sein de l'entreprise. Donc il y a cet élément-là qui fait que déjà, il y a un premier point d'achoppement, c'est que peu de salariés aidants se déclarent réellement. Voilà. Mais une fois qu'on sait à peu près, Jean-Manuel a cité les chiffres, qu'on a entre 20 et 22% de salariés aidants. On sait que ça peut augmenter, selon l'INSEE, on aura peut-être pas loin de 25%, compte tenu du vieillissement de la population. Donc à partir de là, vous voyez, on peut évaluer le coût lié à l'absentéisme, le coût lié au présentéisme, et en fonction du nombre de salariés aidants qu'on estime dans la société et dans l'entreprise. Voilà. Donc, effectivement, vous l'avez dit, en calculant ces fourchettes, on a un coût qui se chiffre entre 23 milliards et 31 milliards d'euros. Et quand vous appliquez cela
à une entreprise de 100 salariés, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires. Autrement dit, si on tenait davantage compte de la situation des salariés aidants au sein de l'entreprise, on pourrait gagner l'argent en réduisant effectivement ces coûts cachés, en leur facilitant, pour ainsi dire, la vie et en modifiant ou en adaptant davantage l'organisation de l'entreprise. Voilà. Et alors, il faut aussi faire attention parce que dans ce présentéisme, il y a aussi du présentéisme qui est lié à parfois des éléments qui sont souvent présentés comme des solutions pour les salariés aidants. Et là, je pense à la flexibilité des horaires et notamment au télétravail. Alors, attends, Nathalie, avant de... Voilà. Nathalie. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on va revenir, mais Nathalie, ça engendre aussi. Nathalie, avant de lancer là-dessus sur la question de l'aménagement et le temps et le télétravail, simplement ce point, si tu pouvais préciser ce point, enfin, tu dis voilà, une fourchette entre 23 et 31 milliards, donc beaucoup. Pourtant, on peut s'interroger pourquoi, et on a titré sur retardement, il faut désamorcer. En attendant, ça désamorce pas beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, ok, on est au milieu du guet, ça avance doucement. En quoi, actuellement, au moment où on se parle, les directions ont plutôt intérêt à ne rien faire? Parce qu'actuellement, ça coûte, à court terme, ça coûte pas grand-chose, en fait. Je suis pas sûre que le message ici, c'est d'expliquer que il y a un choc démographique, un choc de vieillissement démographique extrêmement important. Vieillissement de la population d'un côté, donc allongement de l'espérance de vie, et depuis l'année dernière, une baisse de la natalité. Ça veut dire qu'on va se retrouver très vite avec plus d'un tiers de la population qui aura plus de 60 ans, avec tout ce que ça implique sur les changements dans la société et au sein de l'entreprise et sur le marché du travail. Donc ça veut dire que ce choc-là, il va tous nous impacter. On va tous être aidants à un moment dans notre vie et probablement plusieurs fois dans notre vie. Et le message qu'il y a derrière ça, c'est d'expliquer aux entreprises que c'est un phénomène sociétal, qu'elles ne peuvent pas faire comme s'il n'existait pas, qu'il va s'amplifier et que ça lui coûte de l'argent de ne rien faire plutôt que d'essayer de gérer mieux ce problème. Alors, je sais bien que parfois il y a une vision peut-être un peu court-termiste parce que une entreprise, elle a des coûts, elle a des bénéfices, elle fait du profit et que effectivement elle a une rentabilité à court terme. Mais là, le message qu'il y a derrière ça, c'est que c'est un phénomène massif, majeur, que nous sommes tous concernés, qu'on le sera probablement plusieurs fois au cours de notre vie et qu'on ne peut pas faire comme si on pouvait l'ignorer parce que ça impacte directement toute l'organisation de l'entreprise et au sein de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Parce que quand vous n'êtes pas là, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot à votre place. Quand vous faites des erreurs, que vous avez des problèmes de concentration, eh bien, évidemment, la productivité au sein de l'entreprise est impactée et donc l'efficacité de l'entreprise est impactée. Et donc, le message, c'est vraiment d'expliquer qu'on ne peut pas faire comme si ça n'était pas un sujet, se dire, bon, ben, finalement, il se déclare pas aidant, bah tant mieux parce que voilà, moi je continue à faire mon business au jour le jour et puis éventuellement je vais leur proposer du télétravail ou ils vont me demander du télétravail et ça va être la solution magique. Eh ben non, c'est pas du tout ce qu'on montre et on montre que le coût est effectivement monstrueux. Si vous voyez 10% du chiffre d'affaires qui pourrait être consacré à autre chose, eh bien, évidemment, c'est quand même un sujet. Voilà. Alors, entendu. Quand je voulais parler de solutions à court terme, on pourrait y revenir, mais simplement de préciser, enfin tout le monde le sait, mais voilà que quand même 50% des arrêts de travail, ils sont pris en charge par l'assurance maladie et que les directions, on sait très bien que une personne qui est absente, et ben la charge de travail va être absorbée par le collectif à charge égale, etc. Et ça dégrade le travail, mais ça se fait en attendant et que ça peut continuer comme ça et on tire sur la ficelle juste à temps qu'elle tienne. On le verra bien avec la santé, parce que ça l'éclaire bien. Nathalie, il y a un point sur lequel je voudrais être lancé. Alors, n'hésite pas à répondre, là, il y a une question de Grégoire
sur l'étude. L'étude, elle est alors l'étude, les extraits, les morceaux choisis de l'étude sont bien sûr téléchargeables dans le doc. Maintenant, pour les précisions sur la méthodologie, je ne sais pas si on peut trouver les précisions méthodologiques ou là-dessus. Mais sinon, sur les précisions méthodologiques, en fait, on a les moyens d'évaluer le coût de l'absentéisme. Là, il y a une étude qui a été publiée par l'Institut Sapiens, et donc là, en méthode de coût de gestion, on est capable d'évaluer précisément ce que coûte l'absentéisme. Et à partir de cette méthode de calcul, à partir du moment où on sait qu'on a 20% de salariés aidants, qu'on a un certain nombre d'aidants qui ont eu recours à un arrêt de travail, donc ça c'est notre étude, notre enquête qui nous le dit, eh bien à partir de là, on est capable d'évaluer le coût de l'absentéisme, alors de différentes manières. C'est pour ça que vous avez une fourchette basse, une fourchette haute, donc on peut calculer. En fait, on est capable de calculer le coût par tête par salarié de l'absentéisme. Et puis, vous avez toujours des méthodes de coût de gestion qui vous montrent le lien entre l'absentéisme et le présentéisme. Et donc là, on a une relation entre les deux qui nous permet de faire ces calculs. Et à ceci, j'ajoute, mais je vais y revenir, les problèmes de désorganisation au travail qui entraînent des coûts de présentéisme, les problèmes de le télétravail, et vous avez parfaitement, quelqu'un m'a posé une question, vous avez parfaitement raison, tous les salariés ne peuvent pas être en télétravail, vous avez bien raison, donc, mais ceux qui le peuvent, ça entraîne aussi des coûts de présentéisme sur lesquels je vais revenir, et puis les questions d'aménagement d'horaire, c'est voilà, tout n'est pas, c'est pas forcément des solutions magiques, et ça entraîne un impact sur l'efficacité au travail des salariés. Donc ça, on peut l'évaluer. Voilà. Et pour revenir sur les arrêts de travail, alors effectivement, le problème, c'est qu'évidemment, nous, on ne connaît pas, et tant mieux, hein, on n'a pas les motifs d'arrêt de travail, c'est quand même un droit absolument nécessaire. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadée que les médecins eux-mêmes, quand quelqu'un bénéficie d'un arrêt de travail, c'est qu'il est fatigué, épuisé. Il ne va pas forcément expliquer à son médecin que c'est parce qu'il s'occupe de son frère malade, de la grande-tante. Éventuellement, le conjoint, si le conjoint est suivi par le même médecin généraliste, ça peut savoir. Mais globalement, c'est une information, effectivement, qu'on n'a pas. Voilà, ça, donc on évalue, si vous voulez, l'absentéisme au regard du nombre de salariés dont on connaît et de recours aux arrêts de travail qu'ils peuvent avoir à partir des enquêtes qu'on mène. Voilà. Entendu. Merci pour ta réponse. J'avais mis en affichage les réponses là, sur l'enquête que vous avez menée sur le nombre de personnes qui déclaraient avoir pris des congés en premier lieu, des congés sans solde, des arrêts. Ça, j'ai mis en partage. Tu commençais à parler de télétravail et de flexibilité, et on parlait d'aménagement du temps de travail. Et au regard de l'entretien qu'on avait eu pour cadrer, c'est quand même un point important pour toi pour prévenir, le point saillant. Et tu disais, et tu m'expliquais qu'il fallait faire attention, c'était pas simplement de la flexibilité qu'il fallait rechercher, mais surtout, et c'était peut-être le point critique, l'allègement de la charge de travail. Alors comment on amène ça et comment on conjugue flexibilité et allègement de la charge de travail? Alors, effectivement, le sujet, c'est que déjà, si vous avez des salariés qui se déclarent comme aidants au sein de l'entreprise, ils peuvent, effectivement, et souvent, dans les études, on voit qu'ils demandent deux choses. Un aménagement des horaires, donc selon, effectivement, la façon dont l'aide de la personne aidée est organisée, ça peut être arriver plus tard ou partir plus tôt, voilà. Et puis, souvent, c'est l'accès au télétravail. Le problème, c'est que c'est un peu un piège, cette histoire. Pourquoi? Mais parce que ce qu'on voit bien, c'est que, alors d'abord, ça a été dit, tous les salariés ne peuvent pas être en télétravail. Donc, évidemment, il y a des professions où on ne peut pas télétravailler, première remarque. Seconde remarque, pour ceux qui le peuvent et qui le demandent et qui sont aidants, très souvent, ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, quand ils sont en télétravail, ben c'est dans la journée, donc c'est le moment où ils vont régler les problèmes, appeler les médecins, prendre les rendez-vous. Souvent, la personne aidée est à côté, donc on s'en occupe, on fait le boulot. Et finalement, c'est une fois que la journée normalement de travail est terminée, qu'on se met derrière son ordinateur et qu'on fait le boulot. Et donc, s'il n'y a pas d'allègement de la charge de travail allant de pair avec l'aménagement des horaires et le télétravail, eh bien, par définition, votre salarié aidant, il va retourner le lendemain matin au boulot, fatigué, épuisé,
d'accord? Et on aura la même situation, les mêmes coûts liés au présentéisme. Donc, ça n'est absolument pas la solution magique. Je ne dis pas que ça ne peut pas aider le salarié aidant, mais en tout cas, ce que l'on a tendance à observer, c'est qu'il y a des périodes dans l'aide ou dans l'aidance qui font qu'il y a des moments où il faut absolument, temporairement, alléger la charge de travail. Je prends un exemple, votre conjoint devient dépendant subitement, pour X ou X raison, mais c'est à ce moment-là que vous avez besoin de prendre du temps pour organiser l'aide, faire venir les personnes qui peuvent venir le prendre en charge, trouver des solutions, etc. Et c'est là où vous avez besoin de ne pas aller travailler ou d'avoir une charge de travail allégée. Une fois que l'aide ou l'aidance est mise en place, mais là on est, et je prends beaucoup de guillemets, sur une sorte de rythme de croisière. Je prends des guillemets parce que c'est usant d'être aidant, c'est fatigant d'être aidant. Hein. Il ne faut pas croire que, évidemment, c'est quelque chose de facile à vivre. Mais une fois que l'aide est mise en place, finalement, ça va. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Vous comprenez bien que, s'il y a une chute, s'il y a un nouveau problème, il faut réorganiser tout ça. Donc, il faudrait absolument une façon de réduire ces coûts liés au présentéisme. C'est effectivement au moment où le salarié aidant est identifié ou s'identifie, on pourra peut-être y revenir sur ce sujet-là, proposer, réorganiser la charge de travail pour avoir un allègement temporaire de la charge de travail. Alors, je vois bien ce qu'on va me dire. On va me dire, oui, mais alors probablement dans une grande entreprise, c'est plus facile à faire. C'est probablement vrai que dans une petite entreprise. En même temps, dans une petite entreprise, quand votre salarié, quand il est aidant, qu'il est absent, vous vous en rendez compte parce qu'il n'est pas là. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est simple à faire, mais je dis que se contenter d'aménager des horaires et de mettre en œuvre du télétravail n'est pas une façon efficace de réduire ces coûts cachés et que l'allègement de la charge temporaire et peut-être sous forme cyclique est vraiment une solution à explorer de la part des managers RH. Dernière petite question avant de passer la parole à Frédéric et à Franck. Est-ce que tu penses, quand on parle d'allègement de la charge de travail, est-ce qu'on pourrait parler d'une compensation? Par exemple, une des solutions aussi proposées souvent dans les accords, c'est le temps partiel. Sauf que le temps partiel, il n'est pas choisi. Enfin bon, c'est quand même, ça se traduit par une baisse salariale. Est-ce que ça serait acceptable d'avoir des solutions, par exemple, comme on le voit chez Orange, par exemple, il y a un temps partiel senior qui permet aux salariés seniors d'Orange de travailler à 60% en étant payés 80%. Est-ce qu'un temps partiel compensé pour les salariés aidants, ça serait acceptable socialement ou c'est pas la solution, ce genre de choses, une compensation? Non, je pense que ça n'est pas la solution. Je pense que d'abord, alors ça ne veut pas dire que ce qui est mis en place chez Orange est à proscrire. Je pense que ce qui est mis en place chez Orange, c'est pour une toute autre raison, c'est pour faire du maintien en activité des salariés seniors. D'accord? Et donc, effectivement, on arrive en fin de carrière, on peut être un peu usé, fatigué, pas avoir envie spécifiquement de maintenir une carrière aussi intense. Donc, c'est une proposition qui est faite et c'est très bien pour ceux qui le veulent. Là, pour moi, c'est pas du tout une solution en ce qui concerne les salariés aidants. De la même manière, le temps partiel, donc là aussi, dans l'enquête, on a demandé aux salariés aidants s'ils avaient eu recours au temps partiel, et c'est la même histoire, c'est-à-dire avoir recours à du temps partiel, si d'abord, il faut que ça soit du vrai temps partiel, c'est-à-dire que la charge de travail, encore une fois, soit réellement allégée, d'accord? Et deuxièmement, si vous êtes pris, comme je viens de l'expliquer, en un moment où vous devez réorganiser absolument votre vie autour de la personne aidée, parce que c'est ce qui se passe, eh bien, votre temps, c'est un peu la même histoire. Vous revenez au travail, vous êtes tout aussi fatigué, même si vous travaillez à 50% ou à 80%. Donc, je ne crois pas du tout que ça soit vraiment la solution. Je crois qu'il faut vraiment penser à une réorganisation du travail, mettre en confiance les salariés pour justement qu'ils se déclarent aidants et que, par ailleurs, ils sachent qu'il existe un certain nombre d'aides, de choses qui sont proposées par les pouvoirs publics, en plus des aides spécifiques qui peuvent être mises en place dans les entreprises, mais de manière à vraiment prendre en considération cette situation, je le répète, qui va tous nous toucher et probablement
plusieurs fois dans notre vie et dans notre carrière. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas la bonne solution, pas une bonne alternative. Merci Nathalie, merci de ton éclairage. N'hésite pas à, comme Jean-Manuel, à rebondir quand tu le sens et également à rebondir également dans le chat. N'hésite pas. Merci à toi, Franck. Alors, vous avez été patient, vous avez écouté sagement. Et maintenant, vous allez pouvoir rebondir. Donc, Franck Houlgate, toi, tu es secrétaire général de FO Santé privée. Et donc, par rapport au sujet, donc comme je le disais, vous êtes un secteur qui est quand même bien exposé à l'absentéisme et pas que. Et tu me disais la problématique, là, on parlait avec Nathalie, Nathalie pointait et soulignait l'importance de l'allègement de la charge de travail qui n'était pas permanente mais qui devait se discuter. Hein. Et toi, quand je te parle de ça, tu me dis la difficulté qu'il y a à parler d'allègement de la charge quand on est dans un secteur en complètement pénurie de main-d'œuvre, dans quelle mesure il y a une contradiction majeure et que ce qui fait que le sujet il passe complètement sous le radar. C'est bien ça le constat? Oui, aujourd'hui la situation est catastrophique. Je veux dire, là on est à l'os, on travaille en sous-effectif permanent, on est en service minimum permanent. Nos employeurs n'arrivent plus à trouver de salariés, même pour des remplacements courts, parce que le Covid est passé par là. Je veux dire, risquer sa vie pour gagner le SMIC par exemple, dans la 51, on doit être à plus de 40 métiers en dessous du SMIC. Donc, il faut on a une indemnité compensatrice pour atteindre le SMIC, une aide-soignante et 30 € en dessous du SMIC aujourd'hui. Donc, comment aller recruter aujourd'hui, c'est pas possible. Ce qui fait que on en manque de personnel, on a une pénurie permanente. En plus, on peut pas faire de télétravail, on est sur des horaires atypiques. Donc, souvent, on travaille dans des moments où on peut même pas se faire relayer si on a besoin d'aider parce que, on est en dehors des heures classiques. On est le week-end, on est les jours fériés. Donc, ce qui fait que c'est très, très compliqué. Alors, par contre, paradoxalement, nous, on est très peu interpellés sur ce sujet-là. C'est très, très rare que des salariés nous interpellent là-dessus. Alors que je pense qu'il y a autant d'aidants dans la santé que dans le reste de la population. Donc, pourquoi, je sais pas. Est-ce qu'ils se le permettent pas ou est-ce que c'est compliqué pour un soignant de demander de l'aide? Je pense que ça peut être aussi ça, parce que c'est pas une métier facile. Voilà. Donc, nous, on avait été interpellés il y a quelques années par les employeurs au niveau de la convention collective, au niveau de la 51, pour réfléchir à ce sujet. Nous, on leur avait dit que, comme ils étaient capables de mettre des très belles affiches à l'entrée de leurs locaux, comme quoi ils étaient des travailleurs du social et qu'il fallait mettre en place quelque chose à la hauteur. Donc nous, on leur avait proposé de faire un vrai congé aidant sur plusieurs mois, une fois sur la carrière, et à définir les règles, mais vraiment quelque chose d'ambitieux. Et la discussion a tourné très court, parce que on se rend compte que nos employeurs, tout travailleur social comme ils peuvent se prétendre, ne le sont pas du tout. Et moi qui ai eu l'occasion de négocier aussi sur des années avec les plus durs que sont le MEDEF, je trouve qu'au moins le MEDEF a cette clarté de dire qui ils sont, alors que les nôtres c'est pas le cas. Donc ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et je pense que des fois il n'y a pas pire patron que ceux du social. Et donc, c'est souvent quand on en parle, on n'en parle pas. Dès qu'on essaye d'avoir des accords, le truc qu'ils nous proposent, c'est les dons de congés. Alors ça, ils ont ça à la bouche. Donc nous, on leur dit que nos collègues sont épuisés, c'est pas pour ils n'ont pas suffisamment de congés, c'est pas pour aller les donner. Donc si on veut faire quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Et quand je vois les chiffres du nombre de personnes aidantes, dans notre secteur, on est touché de la même façon. Il y a vraiment de quoi faire. Mais il n'y a pas de volonté patronale de ce côté-là. Il faut pas rêver. Il y a des bonnes intentions, ça ils savent faire. Hein, le papier refuse pas l'encre. Hein, donc ils nous font des belles déclarations, mais dès qu'on tape dans le vif, voilà, c'est pas possible. Alors que aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que un salarié qui doit être aidant chez nous, il nous en parle pas. On pense qu'ils se mettent en arrêt. Hein,
En plus, on devient plutôt aidant en fin de carrière qu'en début de carrière, donc on est déjà usé. Donc c'est tout ça qui s'accumule. J'ai un salarié usé qui devient aidant. Je pense qu'à un moment, il dit il y en a marre, et il se met en arrêt. Et comme on perd nos 3 jours de carence dans 90% de nos structures, eh ben, on se met en arrêt assez longtemps pour pas avoir des arrêts à répétition. Donc ça se met, voilà, nous, on a beaucoup de collègues qui sont arrêtés depuis plusieurs mois et on sait même pas s'ils reviendront un jour. Mais ils sont pas forcément remplacés, donc c'est une charge de travail supplémentaire. Donc je pense que c'est un cercle sans fin. Il n'y a pas de volonté ni du gouvernement, hein, parce que nous on dépend surtout sur le non lucratif. Alors moi sur le lucratif, mais sur le non lucratif, on dépend quand même des budgets de la sécurité sociale, donc c'est quand même piloté par l'État. S'il y avait une réelle volonté de l'État, on le saurait. Aujourd'hui, on est plutôt à réduire les budgets qu'autre chose, donc c'est pas pour aller négocier quelque chose pour les aidants. On a déjà du mal à faire fonctionner les établissements, donc c'est pas pour rajouter des coûts supplémentaires qu'aujourd'hui ils ne fonctionnent qu'en termes de coûts. Ok, parfait, Franck. Matoral, je vais passer. T'as attendu une perche là. Je vais tendre le parole à Frédéric. Hein, je te relancerai sur le côté, ça passe sous le radar parce que c'est un sujet, le fait que en tant qu'organisation syndicale, tu dis que voilà, vous êtes peu interpellé par les salariés aidants qui vont peu aller vous voir. Donc ça, c'est un point, on va y revenir. Mais avant d'y revenir, Frédéric Fiesbach, donc toi, tu es le président de la fédération CFTC Santé Sociaux. Et toi, moi, je te lance par rapport à ce que disait Franck sur la volonté de ne pas négocier au niveau branche ou au niveau des directions. Et toi, tu fais le lien avec le sous-financement des établissements, tout simplement, et qui empêche, qui obère toute marge de manœuvre. Je te laisse la parole, Frédéric. Merci. Le micro est activé, pardon. Merci Rodolphe. Oui, c'est vrai, le sous-financement en fait des branches sanitaires, sociales, médico-sociales et de l'aide aux familles dépend en grande partie déjà leur financement des pouvoirs publics tels que les financements qui viennent de la sécurité sociale, des conseils départementaux, ainsi qu'aussi une prise en charge des familles. Les budgets qui sont accordés sont insuffisants pour couvrir l'ensemble déjà des besoins des établissements de ce secteur et plus particulièrement les rémunérations des professionnels qui, pour un grand nombre, comme le disait Franck, se retrouvent sur des grilles conventionnelles qui sont inférieures au SMIC et tous ces sous-financements, quand on pense qu'on est en surcroît de la période d'austérité, comme on a pu le voir avec les économies de plus de 10 milliards qui ont été faites sur les branches de la sécurité sociale, dont beaucoup sur nos propres établissements. Pour revenir au sujet des accords innovants qui nécessitent nécessairement une partie budgétaire afin de pouvoir financer ces mesures, et c'est là que le bas blesse. Comment financer des réductions du temps de travail et surtout de la charge de travail avec une prise en charge des cotisations sociales à hauteur du temps de travail initial. Au-delà de ça, comment accorder une réelle réduction de leur temps de travail sans impacter la charge de travail du collectif, souvent déjà surchargé et avec une charge qui est déjà difficilement supportable. Rappelons que nos différents secteurs d'activité peinent à recruter, comme le disait Franck, on va dire, on a vraiment une rupture dans les vocations parce qu'on n'a plus envie d'aller, on va dire, travailler à la mine, parce qu'on peut presque considérer nos conditions de travail dans les établissements et dans l'accompagnement des personnes fragilisées, au vu des rémunérations et on va dire des conditions de travail. Rappelons quand même que ces secteurs-là font partie des secteurs qui sont les plus sinistrogènes en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Voilà. Cependant, si les employeurs et les financeurs ne prennent pas compte de la réalité des aidants, la situation des établissements continuera à se dégrader par l'usure physique, psychique des aidants et par conséquent de leurs collègues, parce qu'une fois qu'ils sont absents, la charge, elle retombe sur ceux qui sont encore présents, étant donné qu'on n'arrive pas à les remplacer. Entendu, Frédéric, mais a priori, ce qu'on tu me disais, comme du côté de FO, vous êtes peu sollicité, ça passe largement sous le radar, on est d'accord. Vous êtes peu interpellé par des adhérents, ou des agents sur la problématique de l'aidant. C'est pas un sujet qui transpire.
Et à vous entendre quand même, il est en germe et il a des incidences sur la qualité du travail, les conditions du travail, etc. Beaucoup de professionnels de nos secteurs sont des professionnels du soin, de la prise en charge déjà de personnes dépendantes dans le cadre de leur métier. Et donc par conséquent, ils ne se reconnaissent pas forcément comme tels parce qu'ils trouvent ça logique. Aussi prendre soin de ses proches, c'est logique dans, on va dire, dans l'ADN d'un soignant et de professionnels qui travaillent, on va dire, surtout en milieu associatif, hein, parce que si on travaille en milieu associatif, on sait que les rémunérations ne sont pas folichonnes, on y va vraiment par vocation. Et en fait, ils sont pas conscients non plus des dispositifs de soutien qui sont disponibles par manque de sensibilisation sur ces thématiques. Comme je le disais, hein, nos secteurs d'activité et les salariés qui y travaillent devraient être spécifiquement sensibilisés sur ce point. Alors, on devrait voir plus de sollicitations de la part de nos collègues, ce qui n'est pas le cas. D'autres sont aussi inquiets sur l'impact de leur déclaration de leur qualité d'aidant sur leur emploi. Et certains employeurs ont un regard encore trop méfiant quant à l'impact de l'aidance sur le nombre d'arrêts de travail ou l'impact sur la productivité de leur productivité. Pourtant, être salarié aidant, ça permet de développer un certain nombre de compétences qui sont transverses, comme une plus grande adaptabilité, un plus grand sens de l'anticipation, une meilleure capacité organisationnelle et une plus grande empathie. Et dans nos établissements, cette qualité est essentielle à la bonne prise en charge aussi des personnes qu'on accompagne. Il est essentiel en fait de changer le regard collectif du travail sur l'aidance, car la part de salariés aidants dans les effectifs ne cessera de croître avec le vieillissement de la population. Il faut donc sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise et repenser les politiques collectives en matière de ressources humaines. L'aidance, ça doit plus être un tabou. Les établissements et services doivent davantage faire confiance aux aidants et créer des conditions leur permettant de mieux concilier la vie professionnelle et personnelle tout en adaptant leur charge de travail. C'est vraiment on va dire le point sine qua non si on a envie d'améliorer on va dire la situation des aidants. À mon sens, les entreprises devraient réunir les salariés pour les inviter à s'exprimer sur leurs difficultés dans le cadre de groupes d'expression collectifs. Et je rappelle quand même que la CFTC encourage d'autant plus cette méthode que l'ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle évoque la possibilité des entreprises de mettre en place ces groupes d'expression. Mais quand on parle de qualité de vie au travail, on en est encore très loin dans nos établissements et beaucoup d'employeurs, c'est un concept qui est très, très vague. Il a changé depuis l'ANI de 2020 et la loi de 2021 sur la santé au travail. Mais voilà, il y a vraiment changé cette vision, en tout cas sur l'aidance, qui est encore trop peu, on va dire, sous-estimée de la part des salariés et aussi mal vue par un grand nombre d'employeurs. Bien que l'étude, et Nathalie l'a soulevé, c'est une étude qui est partielle, c'est pas une grande étude nationale, on voit qu'il y a beaucoup d'RH qui sont plutôt favorables, ainsi de suite. Simplement, sur le terrain, on n'a pas en tout cas pour ma part et mon organisation syndicale, on n'a pas forcément cette vision-là. Mais comme on le dit, c'est une étude et on est quand même sur des données partielles en attendant peut-être d'avoir des données plus précises. Merci Frédéric. Tu as souligné, ça a été relevé dans le chat, l'acquisition, aussi l'angle potentiellement pour les RH de valoriser les compétences des salariés aidants, a fortiori dans votre secteur, où c'est des compétences quand même transversales qui font complètement sens. Et donc, et on y reviendra en chute parce que c'est vraiment un sujet que l'OCIRP porte avec Nathalie dans le cadre de l'étude sur la question de la valorisation des compétences acquises. Frédéric, je voulais te relancer sur un point. C'est quand on cadrait, tu me disais, les accords, le congé de proche aidant actuellement, il est quand même les conditions d'éligibilité à ce congé, qui, pour rappel, indemnise à hauteur de 66 € forfaitairement pendant une durée maximum de 66 jours. Ça, c'est la solidarité nationale qui le finance à cette mesure-là. Il est très restrictif, il faut au moins 80% de taux, alors je ne sais pas si le terme est exact, de taux d'incapacité de la personne qui est accompagnée. Donc, bref, c'est quand même c'est très restrictif. Par exemple, sur le dernier live qu'on a pu faire, on a eu un éclairage de la branche des IEG, Industrie, Énergie et Gazière, qui a signé un accord avec un congé aidant, on va dire, valorisé
pris en charge à 100%, là, pour le coup, par les employeurs qui complètent. Et pour autant, il y en a très, très peu de demandes. Très, très peu parce que les conditions sont compliquées. Et donc, comme tu me disais, toi, tu es favorable à ce qui est une approche plus flexible du congé de proche aidant. Mais en corollaire, c'est comment on fait, comment on se donne les moyens de border et comment on se donne les moyens de ne pas être trop intrusif dans les informations qu'on va demander pour justifier le truc. Parce que tu as noté, dans la veille que vous faites, qu'il y avait un certain nombre d'accords qui étaient, pour toi, trop intrusifs. Voilà. C'est vrai que trouver le juste équilibre entre la protection de la vie privée des salariés aidants et la nécessité pour les employeurs de vérifier les légitimités et l'utilisation appropriée de ces accords d'aidants est un défi. Hein. Ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Hein. Le respect de la vie privée des salariés et de tout citoyen est une préoccupation majeure tant pour le législateur que pour les partenaires sociaux, hein, que ce soit employeurs et salariés, en tout cas au niveau des branches. Hein. Ça peut être un peu différent des fois dans certains établissements. Mais bon, pour assurer un équilibre approprié, il est essentiel de mettre en place des politiques qui sont claires, transparentes, qui concernent la situation des aidants, d'informer et former les salariés sur les danses et accompagner les différents managers à la gestion tant sur ces politiques que sur le respect de la vie privée. Mais surtout, il faut que ce soit des accords qui soient négociés et discutés en interne avec les représentants du personnel pour éviter d'être au-delà, parce que dans certains établissements, on peut voir que il peut y avoir des accords où des salariés sont amenés à devoir se justifier sur certains éléments, ce qui est inacceptable, surtout quand il s'agit de la vie privée déjà du salarié, mais surtout d'un proche qui est en grande difficulté. Parce que quand on se trouve en situation d'aidance, on est souvent sur des situations qui sont humainement difficiles au vu soit de l'état initial ou de l'état acquis par la personne qu'on accompagne, et on ne peut pas non plus exposer n'importe comment la situation des uns et des autres. Et il faut aussi penser que la question des aidants, elle doit être mise en lien avec les entretiens professionnels. Aussi, d'un autre côté, le fait qu'on s'expose, enfin, on se présente pas forcément comme aidant, il y a un risque à un moment ou à un autre d'avoir une désinsertion professionnelle, et le fait d'avoir des entretiens avec le N+1 qui permet de discuter sans être trop intrusif, permettrait peut-être d'anticiper ces risques de désinsertion professionnelle, parce que ça peut être compliqué, parce qu'on voit aussi la moyenne d'âge par rapport à l'étude, hein, je reste des personnes en aidant, hein, parce qu'on a aussi toute l'invisibilité des jeunes aidants, mais ça peut avoir un impact à moyen long terme sur la carrière professionnelle, et de facto aussi sur les droits ouverts à la fois en termes de retraite comme de sécurité sociale. Donc c'est aussi un élément sur lequel il faut rester vigilant. Okay. Mais les représentants du personnel, c'est incontournable dans ce processus de création de dispositifs afin d'accompagner la création de cet accord aidant, et ça permettrait d'assurer les intérêts des salariés aidants qui soient pris en compte tout en respectant aussi les besoins de l'organisation, de savoir que les congés sont bien utilisés à bon usage et pas être dévoyés à autre chose. Parfait, merci Frédéric. Franck, pour continuer, quand tu disais oui, nous on est peu interpellés, et quand on préparait ce direct, tu me disais, en fait oui, c'est que ça passe souvent de gré à gré, quoi. On le voit pas passer parce que la négociation sur l'aménagement du temps de travail, l'allègement du charge de travail, ça passe sous le radar. Et en quoi ça a un risque potentiellement d'iniquité ou de ne pas le voir pour vous. Ouais, non. Alors, parce que moi j'étais très très rarement interpellé à ce sujet. Après, on sait qu'on a certains établissements qui sont un peu plus favorisés que d'autres parce qu'ils ont des gros établissements sanitaires principalement, qu'on plus les moyens, les grosses fondations. Donc, moi je pense, alors mais on n'a pas de preuves, on sait pas, mais discutant un peu avec les salariés, on doute qu'il y a des facilités de gré à gré, mais ça reste du gré à gré, donc il y a aucun contrôle, on sait pas comment ça se passe. Voilà, donc, mais vraiment d'accord, les patrons veulent pas aller dedans, parce que déjà, un truc tout bête, hein, un patron qui passe un bon accord dans son établissement,
Ça veut dire qu'il va dépenser de l'argent sur ce sujet-là. On va lui dire vous êtes trop riche et on va lui supprimer une partie de son budget l'année d'après. Hein. La réalité de terrain, elle est là. Donc c'est ce qui freine aussi les directeurs. Hein. C'est que derrière il y a les RS qui contrôlent et si on dépense X milliers d'euros pour un truc qui est pas obligatoire, ils vont leur dire votre fondation est trop riche et on va dégraisser. Ça s'est vu, voilà. Moi, j'ai vu des fondations où il y avait des accords d'entreprise assez favorables aux salariés qui ont été dégraissés parce que c'était trop favorable. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une logique d'unifier les conventions au rabais. C'est pas pour rien. Je veux dire, voilà. Après, la volonté, moi je suis plus sceptique sur la volonté de reconnaître les capacités développées par les aidants, que je pense que nos patrons aujourd'hui en ont rien à faire. Aujourd'hui, ça démissionne à tout va dans le secteur et il faut rien pour retenir les salariés qui ont de l'expérience. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la main-d'œuvre pour, alors principalement en EHPAD, mais pas qu'en EHPAD, ça commence à se voir aussi dans le milieu hospitalier. C'est de la main-d'œuvre pour boucher les plannings. Peu importe si la personne a de l'expérience, peu importe. Je veux dire, on le voit de plus en plus souvent. Donc et si les gens partent, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, un infirmier, il a une carrière d'infirmier, c'est moins de 10 ans. Il y a quasiment la moitié des étudiants infirmiers qui tiennent pas 5 ans. Et il y en a peut-être 20% qui ne sont jamais infirmiers. Ils se servent de l'école pour avoir le bac plus 2, enfin l'équivalent bac plus 3, et puis voilà. Donc on est vraiment sinistré parce qu'il y a plus de reconnaissance. Il faut savoir aussi que il y a eu la période Covid n'est pas pour rien non plus dans l'histoire. Je veux dire, on a des collègues qui sont décédés, on a des collègues qui ont ramené la maladie à la maison et étant les conjoints ou des membres de la famille sont décédés. Tout ça, ça marque. Se faire applaudir tous les soirs à 20h pendant X temps et se faire traiter d'assassin 3 mois après parce qu'il y en a des collègues qui sont sceptiques au vaccin, c'est pas passé non plus. Ce qui fait que les gens partent. Les gens partent aussi pour changer de métier, ce qui est quand même nouveau. Ils quittent le secteur. Et moi, je connais des salariés qui sont partis dans l'industrie. Et j'ai discuté, moi, un de mes anciens élus, il est parti dans l'industrie, pas pour le salaire, pas pour les conditions de travail, que là où il a retrouvé du travail, c'est aussi dur. C'est seulement pour ne pas se dire le soir, est-ce que j'ai tué quelqu'un dans la journée? Voilà, on en est là. Donc voilà, donc tout ça, on est sur des situations compliquées, ce qui fait que aller parler discuter d'un accord sur les aidants avec les employeurs, c'est compliqué. Genre, c'est vraiment pas leur priorité. Alors ça se fait, je pense que ça doit, enfin je suis quasiment persuadé que ça doit se faire dans des grandes sociétés ou peut-être dans des plus petites, plus familiales. Il en reste encore quelques-unes, il n'y en a plus beaucoup, que généralement ils sont rachetés par des groupes, mais quelques petites cliniques familiales et tout, où il y a encore de l'humain, où là ça peut se faire de gré à gré, où avec l'équipe on s'organise pour libérer les gens plus tôt, plus tard, machin. Mais ça reste à la marge. Voilà. Et on l'a bien vu, nous, quand on a voulu négocier à la FEAP, nous, on n'avait pas on leur a dit, nous, on était prêts à tout négocier. Je veux dire, nous, on a eu une proposition de faire un congé, avoir un crédit de jour sur la carrière, mais on était ouvert à tout parce que c'était, voilà, mais il fallait mettre les moyens. Je veux dire, aller négocier des dons de congé, pour nous, c'était hors de question. Donc, et on a bien vu qu'eux, ils voulaient négocier un truc à coût constant. Et à coût constant, tu peux rien faire. Donc la négociation a été très très rapide. Après, je veux dire, nous nos patrons, les arrêts de maladie, ils prennent de l'intérim, et puis ça coûte un peu plus cher, et puis c'est pas très grave parce que ils font tourner les trucs dans le lucratif. Quand on regarde des chiffres, ils ont beau pleurer, les actionnaires ont toujours des belles voitures et ils se posent, voilà, donc ils sont pas malheureux. Donc je pense que c'est pas leur priorité aujourd'hui. Je veux dire, peu importe la difficulté de leurs salariés, ils font tourner leur boutique comme ils peuvent, mais ça tourne. Je veux dire, dès que ça coince, ils menacent le gouvernement de faire grève et puis ils obtiennent satisfaction. C'est magique. Donc, alors on n'a pas, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, on n'a pas des patrons qui sont au-dessus des autres. Hein. Ça serait plutôt le contraire. Aujourd'hui, moi j'ai commencé, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la santé, dans la 51, j'ai vu la différence. Hein.
J'ai vu la différence de traitement. On n'a plus affaire au même patron. Avant, on avait des gens qui venaient du soin, souvent. Nos directeurs étaient dans sa soignant. Ils connaissaient comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, nos directeurs, nos DRH, ils viennent de l'industrie, ils viennent des secteurs en dehors du soin. Ils ne savent pas. Il faut de la gestion de personnel, mais ils savent pas ce que c'est que le soin. Donc, ils peuvent pas imaginer que passer sa journée à soigner des gens et être obligé le soir de recommencer auprès de son proche et compagnie, c'est peut-être plus dur, même si je dis pas que c'est pas dur pour les autres, mais c'est peut-être encore plus dur pour ces personnels-là. Et voilà, donc si on prend pas de mesures fortes, je veux dire, moi, en tant que soignant, les mesurettes, ça nous intéresse pas. Je veux dire, c'est soit on se dit, on se met autour de la table, on dit, on fait quelque chose d'innovant parce qu'on a un secteur qui doit l'être, on doit montrer l'exemple. C'est ce qu'ils essayent de faire passer comme message, mais ils ne mettent pas les moyens derrière. C'est-à-dire, soit on fait ça, soit on fait rien. Ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Je veux dire, s'il n'y a pas d'argent, on pourra rien faire. Je veux dire, il faut mettre les moyens. Après, comme l'étude le prouve, hein, je veux dire, c'est mettre de l'argent certes, mais ça serait un bon investissement. Mais ils n'ont pas cette logique-là. Merci Franck pour ce constat. Jusqu'à quand ça va tenir comme ça? À suivre. Bah, nous on attend que l'hôpital s'écroule, mais ça viendra un jour ou l'autre. Hein. Nous on a eu le cas il y a pas très longtemps. On a une grosse clinique qui est partie à la grève. Le CHU d'à côté a dû reprendre l'activité parce que dans la santé privée il n'y a pas de service minimum. Donc il a fallu déplacer tout ce qui était programmé sur le CHU d'à côté, qui s'est écroulé en 2 jours. Voilà. Donc le jour où il y aura plus de soignants, eh ben ça va s'écrouler parce que moi le premier, mes enfants, je fais tout pour pas qu'ils aillent dans ce secteur-là. Je veux dire, risquer sa vie parce que je veux dire, aujourd'hui c'est ça quand même. Hein. Je veux dire, on l'a vu il y a eu le Covid. Moi je viens de la psychiatrie. On a eu quand même quelques collègues qui ont perdu leur vie ou qui ont été sérieusement esquintés pour gagner le SMIC. Dire, moi, je viens d'une région industrielle qui est Cherbourg où il y a de la construction navale qui tourne bien. Dire, dans l'industrie à Cherbourg, on gagne 2 fois mieux sa vie que dans le soin, avec des conditions de travail qui sont pas plus difficiles. Donc le choix est vite fait. Hein. Peut-être Frédéric, peut-être un écho là-dessus. Ça serait intéressant de t'entendre. Ouais. Oui, en fait, ce que Franck dit, alors nous on n'attend pas que l'hôpital s'écroule, on essaie aussi de trouver des solutions, hein, parce que on constate l'écroulement de la situation, mais le but c'est essayer de trouver des solutions, d'avancer. Comme on a déjà pu le dire de notre côté à certains représentants employeurs qu'on voit en négociation, qu'à chaque fois on essaie de trouver des évolutions salariales qui pourraient attirer de nouveau du monde, on nous dit ah, non, circuler, il n'y a rien à voir. On attend la négociation de la CCIE qui est exigée par, on va dire, par le gouvernement de telle manière de débloquer des fonds, mais quand on voit les fonds qu'ils veulent débloquer dans le cadre de la négociation de cette CCIE au rabais, ça permettra à peine de couvrir, et même pas de couvrir, l'ensemble des salariés de ces secteurs qui n'ont aucune convention collective. Donc au bout d'un moment, quand on leur dit il faudrait peut-être mettre un peu de courage politique et aller on est dans l'associatif. Donc quand on est dans l'associatif, on défend la même vision, celle du prendre soin. Et comme l'a dit Franck, le fait d'avoir des directeurs qui sont des financeurs, qui sont des gens de l'industrie, ainsi de suite, qui essaient de reproduire des process industriels, et on le voit, c'est ce qui se passe dans nos services, on fait du travail à la chaîne. On cherche pas à faire de la qualité, on cherche de faire du nombre. Et pas trop de nombre, parce que sinon, c'est pas assez bien financé. Donc au bout d'un moment, si les pouvoirs publics ne se saisissent pas de cette problématique, et de se dire que la santé, c'est un secteur, enfin quand je dis santé, c'est au sens large, hein, que ce soit de l'accompagnement à domicile, que ce soit le médico-social, tous les secteurs, c'est un endroit où on ne doit pas faire d'économie. On doit avoir un système qui permet de préserver, parce que si on ne fait pas de la prévention, on va être automatiquement sur de la réparation, et si on fait de la réparation, ça a un coût plus élevé. Et on le voit bien, dans certains secteurs, ils disent on va faire des économies sur tel et tel sujet, et donc on se retrouve avec des gens qui se retrouvent dans la précarité. Dans la précarité, ça veut dire qu'il y a de nouveau des salariés du médico-social qui doivent prendre en charge ces personnes-là, et donc c'est l'histoire du serpent qui se mange la queue. Et de nos jours, à une époque, nos collègues accompagnaient des personnes dans la précarité à l'extérieur. Maintenant, ils pourraient s'auto-accompagner
qu'ils auraient suffisamment de travail au vu de la rémunération, au vu de tout ça. Donc il y a un vrai sujet de société à voir, celui de est-ce qu'on continue d'être dans un système où la solidarité et la prise en charge des plus faibles est une importance, ou est-ce que c'est, on va dire, la politique du veau d'or et des finances qui doit être prioritaire. Moi, je suis à la CFTC, donc vous aurez compris que mon choix est fait. Donc au bout d'un moment, on est là pour agir, hein, et on le fera. Donc au-delà, quand on parlait, je rebondis juste ce que tu me disais avant par rapport au fait que c'est trop restrictif l'accès du congé proche aidant. C'est une année maximum dans la vie d'un salarié. On sait que l'accompagnement, on est surtout sur des personnes qui sont à des taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. On est quand même sur des gens qu'on va accompagner longtemps. Une année, c'est rien. Donc nous, on plaide à la CFTC pour qu'il y ait quand même, on va dire, l'extension au moins à 3 ans et qu'il y ait une réévaluation aussi de l'indemnité qui est versée aux gens pour répondre en fait à la perte de rémunération dont va faire face l'aidant. Parce qu'on sait que quand on est en situation d'aidance, souvent ça nous coûte aussi de l'argent parce qu'on doit venir en aide à la personne qu'on aide et en plus on aura moins de rémunération. Donc c'est un vrai sujet à mettre. Et on était aussi sur un autre sujet de dire ça c'est trop restrictif. Il faudrait aussi peut-être prévoir, à l'instar du congé enfant malade, un congé qui permettrait d'accompagner des ascendants hors cas de dépendance lorsqu'ils ont besoin de faire certaines démarches ou d'aller voir le médecin ou parce qu'ils sont malades, parce que les ascendants aussi, on doit en prendre soin. Ils ont pris soin de nous quand on était jeunes, à nous aussi de leur rendre l'appareil. Et si on a besoin de tellement d'aidants aussi à l'heure actuelle, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de services et de professionnels pouvant prendre en charge tout le monde. Et surtout, ça a un coût non négligeable pour les familles. Merci Frédéric. Parole à Jean-Manuel. On arrive doucement à la fin de ce direct, donc profitez-en pour interagir. Alors, des exemples, une question sur des solutions innovantes. Malheureusement, j'ai l'impression que les solutions super innovantes, il faut les chercher, hein, et elles existent certainement. En tout cas, elles sont sous le radar et pour l'instant, c'est avant tout des dispositifs classiques. Ça engage comment ce que je dis là, mais en tout cas, vu de ma fenêtre, moi, c'est avant tout des dispositifs assez très classiques qui sont mis en place. Jean-Emmanuel, par rapport à ce que tu as pu entendre, le CIRC, vous portez vraiment le sujet aussi de la reconnaissance de ne pas laisser partir les compétences acquises par les salariés aidants, les reconnaître, ça a une valeur et ça peut être exploitable dans le bon sens du terme dans l'entreprise. Au regard de ce que tu as entendu, comment ça fait écho à ce que vous portez? Oui, alors moi j'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit aussi bien Franck que Frédéric, et leur vision, elle est effectivement ciblée dans une population spécifique parce que vous êtes dans le cadre de la santé. Il est évident qu'une entreprise qui soit dans les services, quelle qu'elle soit, n'a pas du tout la même vision parce que le lien est différent. Et moi je comprends très bien qu'effectivement être aidant quand je suis dans ces services du soin, que ce soit le soin privé soit public, on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Dans l'étude qu'on a faite, quand on dit on va valoriser les compétences, alors ça, si vous voulez, c'est de se dire, les DRH disent, les aidants, en tout cas la personne qui a été aidante, a des compétences, vous l'avez dit, d'organisation, d'empathie, d'un certain nombre de choses qui peuvent être réelles là-dessus. Mais comment ça fonctionne? C'est pareil, on est dans la logique du déni, c'est-à-dire comme on n'a pas envie forcément d'expliquer sa vie privée et qu'il y a un cloisonnement sur ça, nous, ce qu'on pense, c'est une idée, hein, c'est d'avoir un référent aidant dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il soit un salarié qui a des compétences sur ça et qui soit le confident, d'une certaine façon, d'autres salariés qui sont aidants pour pouvoir justement leur permettre de mieux s'organiser et d'avoir une oreille attentive.
ce sujet-là, ça peut être fait dans un référent aidant à partir de 50 salariés, c'est-à-dire qu'on est dans des TPE, PME, et je pense que c'est peut-être aussi une bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les managers ne sont pas formés à ces sujets-là, et quand on parle, je dirais, d'aidants, à qui on va se confier, à son collègue, bien avant les autres. Donc, ça pourrait être aussi ça, un tiers de confiance, d'une certaine façon, qui pourrait renvoyer sur des tiers extérieurs ou en interne dans l'entreprise en disant, eh bien, on va s'en occuper. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être traité dans la qualité de vie au travail et comment je peux justement faire en sorte que ce lien entre l'aidant et l'aidé, parce que c'est un couple aidant-aidé, et que ce sujet-là soit traité dans l'entreprise indépendamment de toutes les aides et des congés qui pourraient être pris, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'accompagnement. C'est un sujet qui n'est pas aujourd'hui véritablement pris en compte. Mais c'est quelque chose qui mériterait d'être réfléchi. Si on considère que quand je suis aidant, j'ai des qualités, eh bien, comment les valoriser? Après, il y a eu des rapports sur la VAE des aidants. Moi, j'y crois pas trop parce que quand on est aidant, de passer de l'autre côté en disant on va avoir d'autres compétences et je vais franchir le pas. Oui, peut-être. Pour moi, c'est de la théorie. Je pense que et je pense qu'il vaut mieux avoir un accompagnement qui pourrait être une façon avec cet aspect de bienveillance et d'aide qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise et du dialogue social. Ça peut en faire partie du dialogue social. Entendu. Oui, la VAE du proche aidant, je pense qu'elle est encore plus difficile que celle de la VAE du délégué syndical. Alors, quel lien tu fais entre, parce que c'est le premier papier d'ailleurs, je le remets là, le lien, là, tac, je remets là, je l'avais mis, je le remets, du lab au CIRP Autonomie. Le dernier papier que vous partagez, c'est sur la CSRD. La CSRD, c'est la directive sur le reporting extra-financier européen, qui est tombée en 2023 et qui s'applique d'ores et déjà en 2024, qui va s'imposer vraiment en 2025. C'est ce reporting extra-financier. Donc, comment tu fais c'est quoi en quoi on peut le reporter? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour les très grosses entreprises, donc on est plutôt sur le CAC 40 et pas les TPE, PME ni les ETI. L'intérêt, c'est de se dire, on a une logique RSE dans l'entreprise. Alors bon, on y croit pas, mais responsabilité sociale des entreprises. C'est un sujet qui existe depuis, on va dire, 2014. Et que la France, alors c'est l'Europe qui a fait en sorte que ça soit transposé, et que cette RSE a donné des obligations qu'on appelle ESG. Alors c'est encore un acronyme, ça veut dire environnement, social, gouvernance, ESG. Ce sujet de ESG se retrouve maintenant dans effectivement dans le CRDS, c'est-à-dire l'obligation des entreprises à partir de 2025 de publier leurs comptes et de publier une notation extra-financière. Alors les Américains, ils sont très contents parce qu'ils se disent, comme ça, on va un peu piéger aussi l'Europe et les entreprises européennes en disant, vous avez intérêt à être vertueux. Ce qui est pas faux non plus, ce qui est pas faux non plus. Dans ESG, on a environnement, social, gouvernance. Moi, je pense que globalement, les entreprises qui vont vouloir véritablement bien le faire, sur l'aspect S de social, les aidants, ils rentrent forcément dedans. Donc, on a une porte d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée en réalité dans le sujet des aidants. Il y a une porte d'entrée sur la protection sociale, sur la vie, la complément entre la vie privée et la vie professionnelle, et puis une autre porte d'entrée qui s'appelle la RSE. Alors, est-ce que cette porte d'entrée RSE sera pris par par les grosses entreprises? C'est à voir. C'est un défi, mais peut-être que ce problème démographique qu'on a évoqué au début de transition démographique, qui est un choc démographique, va d'une certaine façon avoir une amplitude beaucoup plus importante dans la société de demain. Donc peut-être qu'effectivement, compte tenu de ces défis,
eh bien, on aura des accompagnements, je dirais, supplémentaires. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, pourrait donner lieu à encore une plus grande lisibilité de la responsabilité des entreprises. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ça, sachant que la directive européenne n'est pas complètement finalisée, qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Merci à toi, Jean-Manuel. Nathalie, alors vous avez donc appréhendé l'exercice d'appréhender les coûts cachés. Est-ce qu'on peut, en tant qu'économiste aussi, s'employer à mesurer les salariés aidants, leur contribution, la valorisation de leur contribution à la solidarité nationale? Parce que quelque part, pour rebondir sur ce que disait Jean-Manuel par rapport au reporting extra-financier, est-ce qu'on pourrait imaginer, dans les normes de reporting, qu'une entreprise, une direction soit capable de mesurer, de valoriser en termes financièrement la contribution de ses salariés par rapport aux aidants qui les accompagnent et ce qu'ils font économiser en gros à la collectivité, à la collectivité, quoi. Je suis pas sûr d'être très très clair, mais si ça te parle, n'hésite pas. Non, ce qu'on peut tenter de valoriser, ce qui a été dit, qui est très important, c'est les compétences. En fait, nous, on est sur un sujet qui est de dire ne pas ou mal accompagner ses salariés aidants ou faire comme s'ils n'existaient pas coûte beaucoup d'argent à l'entreprise en termes d'efficacité et de productivité. Par ailleurs, ces salariés aidants sont une richesse pour l'entreprise compte tenu des compétences qu'ils développent. Ça a été dit et c'est fondamental. Donc ça, on peut effectivement tenter de valoriser, essayer de mesurer ce que la valorisation des compétences de ces salariés aidants, qui effectivement, ça a été dit, développe de la coordination de différents acteurs, de capacité d'organisation, évidemment de l'empathie, etc., qui sont des compétences sociales et transversales extrêmement utiles. Et donc l'idée, ils sont des salariés résilients, donc évidemment, il faut absolument capitaliser ça. Donc ça, on peut essayer de mesurer ce que ça peut rapporter en plus en termes d'efficacité à l'entreprise. Mais si je comprends bien ta question, c'est de dire, est-ce qu'on peut regarder ce que si l'entreprise faisait ce boulot-là mieux, est-ce que ça permettrait d'économiser de l'argent public, notamment par exemple en termes de congés de maladie. Bon, là ça devient très compliqué puisqu'on l'a dit, voilà, à travers des enquêtes, on peut avoir une idée effectivement du nombre de salariés aidants qui ont demandé au moins une fois des arrêts de maladie ou qui ont bénéficié, pas demandé, des arrêts de maladie au moins une fois dans leur carrière, etc. C'est compliqué à faire. Et puis, d'un autre point de vue, ça a aussi été dit, en fait, la plus grande partie de ces services, ils ont été externalisés au privé. Avant, c'était le secteur public qui gérait tout ça. C'est-à-dire, là, ce qui se passe, c'est que le salarié aidant, il finance, alors il peut avoir des aides bien sûr, mais il va financer quelqu'un qui va venir s'occuper de la personne aidée, il va financer un EHPAD, il va financer... Et donc la plupart maintenant de ces services-là, qui autrefois étaient des services publics, sont devenus des services privés. Donc en réalité, c'est un coût important pour eux. Donc ce que je vois comme coût d'économie possible pour la collectivité, ça serait... probablement ces questions d'absentéisme et d'arrêt de maladie, mais tant qu'on n'ait pas accès à l'ensemble des bases de données, et en plus, je l'ai souligné, il n'y a pas écrit dans l'arrêt de maladie je suis aidant et c'est la raison pour laquelle je suis épuisé. Donc je pense que c'est très compliqué. En revanche, capitaliser sur essayer de montrer en quoi la capitalisation des compétences sur les compétences des salariés aidants qu'ils développent va rapporter beaucoup à l'entreprise, ça peut être fait. Mais ça veut dire, de toute façon, Jean-Manuel l'a dit, il y avait eu cette idée de VAE, bon, ça fonctionne pas très bien parce que l'idée, c'est pas de cantonner les personnes qui ont été aidants au rôle d'aidants à vie. Enfin, vous comprenez, voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de leur permettre de progresser dans l'entreprise à partir de compétences qu'ils ont développées. Donc de se réorienter ou d'accéder à des postes différents, etc. Donc ça, c'est vraiment du travail de gestion RH et de formation au sein de l'entreprise, d'accord ? Et donc c'est plutôt là-dessus qu'on peut essayer en tant qu'économiste, que je peux essayer de voir, de montrer à l'entreprise que ça lui rapporterait de l'argent
de capitaliser sur ces salariés qui vont, comme l'a souligné Jean-Manuel, être de plus en plus importants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était une question très ouverte. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Je vous propose un petit merci à vous de votre participation dans la salle. Merci Nathalie d'avoir partagé des ressources, Emmanuel aussi. Écoutez, je vous propose un petit mot de conclusion. Garde la main Nathalie et après, parce que Franck doit nous quitter dans 2 minutes. Donc, petit mot de conclusion Nathalie. En 2 mots, les salariés aidants sont un coût pour l'entreprise, mais aussi une richesse. Et donc, il faut travailler à leur intégration au sein de l'entreprise pour réorganiser l'entreprise, leur laisser davantage de place et capitaliser sur leurs compétences. Merci à toi. Franck, tu dois nous quitter. Et de toute façon, on a bientôt terminé, mais à toi. Ouais, dans notre secteur, on pourra rien mettre en place à coût zéro. C'est ce que veulent aujourd'hui le gouvernement et nos patrons. Donc voilà, s'ils veulent vraiment être ambitieux sur ce sujet-là, il va falloir qu'ils crachent un peu d'argent et c'est pas aujourd'hui d'actualité, malheureusement. Et pourtant, ça pourrait donner l'exemple. À toi, Frédéric. Tout à fait. Ton micro, Frédéric. C'est mieux là, j'imagine. Voilà, comme vous l'avez compris, donc la question des aidants familiaux est au cœur des préoccupations collectives. C'est des personnes qui sont dévouées, qui jouent un rôle essentiel en soutenant un ou plusieurs proches, parfois au détriment de leur propre bien-être, de leur vie professionnelle. À la CFTC, on plaide pour qu'il y ait une approche globale qui va au-delà de la simple prise en compte des besoins du salarié aidant. Il est impératif de trouver un équilibre entre la flexibilité nécessaire à l'accompagnement de ces salariés, la protection de leur vie privée, sans pour autant imposer des exigences intrusives qui porteraient atteinte à leur dignité. Et d'où ce que Jean-Manuel disait, la présence de référents dans l'entreprise qui soient formés à l'accompagnement et aux différents dispositifs qui existent. Je pense que c'est un élément crucial à l'amélioration de la situation des aidants. C'est aussi essentiel que les politiques d'entreprise en faveur des aidants ne se limitent pas aux gros groupes. Elles sont rarement adoptées et difficilement adaptables aux TPE et aux PME. Nos établissements doivent également s'engager dans cette démarche. Quand je dis nos établissements, je parle ceux du sanitaire, social, médico-social. La démocratisation de l'accès aux dispositifs d'aide est un enjeu qui est majeur. D'autant plus que la démographie de notre pays et la situation des établissements et services impliqués dans le suivi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou de dépendance rendent cette question incontournable et il faut qu'on s'y engage tous. Parfait. Merci à toi. Jean-Manuel, à toi l'honneur. Merci Rodolphe, merci à vous. On est, je disais tout au début, on est au milieu du gué sur ça, sur les aidants. Il y a une prise de conscience qui est faite. Elle n'est pas suffisante. On voit bien les freins qui existent, ils sont nombreux. En même temps, on est face à cette transition démographique qui est inéluctable dans notre société et on pourra pas rester comme ça en disant on veut pas voir. Entre ce déni du salarié, les tabous des entreprises, je pense qu'il y a plein de pistes. Faut pas croire que la RSE va tout régler et ça concerne que les grosses entreprises. Donc, pour moi, c'est un sujet collectif. C'est un sujet de branche, c'est-à-dire que c'est aux branches professionnelles, effectivement, de se saisir de ça, indépendamment des entreprises. Et je pense que plus les aidants, plus l'entreprise prendra conscience que cette richesse, comme le disait Nathalie, que cette richesse dans l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Je laisse de côté, on voit bien l'aspect des seniors qui rentre aussi en ligne de compte. Je pense qu'il faut pas désespérer, mais que on est au milieu du gué et je pense qu'il faut continuer à agir. C'est pour ça qu'on continuera à faire des études et diffuser ça parce que cette notion-là, c'est une notion de société qui est un problème social important de la société française contemporaine. Voilà. Merci à toi. Merci à l'OCIRP d'avoir porté cette rencontre. Merci pour études à suivre. Donc cet automne 2024. Donc la V2, enfin la 6e édition, mais la 2e édition sur la partie coût. Donc merci à vous dans la salle de votre participation.
compte rendu à suivre. Prochain live qui va être annoncé dans la semaine sur un tout autre sujet, courant juin. Je vous en dis pas plus, je vous fais la surprise. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et merci à tout le monde. Et le lien des briefs pour la salle, pour les intervenants. À bientôt. Je coupe. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Zou.